Europe 1, 8h41. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse de Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Dans vos journaux ce matin, il y a les événements de Trappes, on en parlait à l'instant dans le journal d'Émilie. D'étranges histoires, vous le verrez, de bracelets électroniques. Mais nous parlerons chiffon aussi avec le retour de la belle robe. Mais avant tout cela, on en parlait dans le journal également, la Royal Mania, ça y est, Kate est sur le point d'accoucher. Oui, cette Royal Mania qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Le journal se penche sur le nouveau roi des Belges, sur le bébé donc attendu à la cour d'Angleterre. Perso, moi j'avais perdu sur ce week-end. Raté. J'ai perdu. Elle vient d'arriver à la maternité. Mais aussi la grossesse, je cite, la grossesse toute neuve d'une sublime princesse amoureuse d'un humoriste ultra populaire sur le rocher. Le journal ne donne pas de nom, je crois, à deviner quand même de qui il s'agit. Le Parisien qui s'interroge ce matin comment un pays qui a guillotiné son roi, donc la France, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas bien leur histoire, peut-il ainsi se passionner pour la vie des têtes couronnées européennes ? Réponse du journal en 3 points. 1. Nous serions un peu nostalgiques, nous, les régicides de cette monarchie perdue, d'autant qu'elles ont l'air de pas si mal marcher que cela, les monarchies constitutionnelles de nos voisins. 2. Dans son édito, Thierry Borsat voit une autre raison. Ce qui nous fait rêver, n'est-ce pas simplement qu'être roi, et qu'importe de quoi, c'est posséder une part d'éternité. C'est très beau. Et 3, dernière explication, dans le dessin du jour du Parisien aujourd'hui en France, sur une plage, à son mari Bougon qui critique ses lectures People sur ses têtes couronnées, une ménagère répond « Ils sont riches, ils ne bossent pas, ils ne paient pas d'impôts et toi, ça ne te fait pas rêver. » Très loin des têtes couronnées européennes, les événements de Trappes. Plusieurs de vos quotidiens reviennent sur les violences du week-end dans cette ville de banlieue parisienne après le contrôle d'identité, vous le savez, d'une femme intégralement voilée qui a dégénéré. Le Figaro donne la parole aux policiers sur l'application de la loi de juillet 2010 qui interdit la dissimulation du visage, dite loi sur la burqa. Ce syndicaliste policier résume ainsi la situation. Les contrôles se déroulent mal quand les contrôlés le veulent et qu'ils en font un acte militant. Selon ce même policier, l'escalade est souvent le fait de l'entourage de la femme contrôlée, comme ce fut le cas à Trappes. Autre journal, autre lecture des événements. Libération consacre sa une à ce nouveau coup de chaleur en banlieue. Geoffrey Livolski est allé, lui, à la rencontre des habitants de Trappes. Une jeune fille, elle lui explique « Ce n'est pas une histoire de respect des religions ou de niqab, c'est une question de respect des gens, du respect de nos droits en tant que citoyens français. Nous ne supportons plus d'être contrôlés quotidiennement. » Les journalistes de Libé rapportent qu'à Trappes, la plupart des habitants se déclarent ainsi harcelés par la police. Certains se comportent comme des cow-boys, affirme un homme, et affirment être victimes d'un traitement discriminatoire. Allez, dernière analyse, celle de ce nouveau journal, L'Opinion, lancé en mai dernier par Nicolas Bétou. L'Opinion qui fustige à la fois les voyous et la loi. Alors d'un côté, des voyous qui, je cite, n'attendent qu'un prétexte pour se livrer à une débauche de violence contre les forces de l'ordre, avec une canicule et un mois de ramadan qui aiguisent les tensions, dit le journal. Et puis de l'autre, une loi disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. L'État n'a pas à dicter aux gens comment s'habiller, ni quelles doivent être leurs convictions religieuses, ni comment ils doivent les exprimer. En matière de police, toujours d'étranges histoires de bracelets dans la presse ce matin. C'est Xavier Yvon de la rédaction d'Europe 1 qui les a dénichés. La Tribune de Genève, tout d'abord, rapporte la surprise de la police suisse, découvrant que l'homme qui avait perdu le contrôle de son véhicule et avait provoqué une collision en chaîne à Genève donc, non seulement était ivre, sans permis, mais par ailleurs porteur à la cheville d'un bracelet électronique français. Contacté, la police française a confirmé que l'homme était assigné à domicile et donc considéré comme fugitif. Et puis je ne sais pas ce qu'ont les détenteurs de bracelets électroniques en ce moment. Le Populaire du Centre, en France donc, rapporte qu'un multirécidiviste porteur d'un tel dispositif a été arrêté à Limoges alors que déguisé, il rackettait des prostituées. Déguisé en quoi ? En policier. On reste un instant avec le Populaire du Centre. Qui consacre sa une à, jeu de mots, la promenade de l'Anglais. Joli. L'Anglais, c'est bien sûr Christopher Froome qui a remporté hier soir sur les Champs-Élysées le 100e Tour de France. Alors l'Anglais, dans l'inconscient collectif français, c'est toujours celui de la guerre de 100 ans, celui de la perfide Albion. Et je sens comme de la jalousie après la victoire du Britannique, alors que le premier Français n'est que, rappelez-moi Maxime 15e. Eh oui, c'est ça. 15e. 15e. C'est pas terrible. Alors on se console comme on peut dans les journaux, notamment en se moquant du style
de Froome. Dans Le Parisien, Bernard Hinault parle de sa nonchalance sur le vélo. Le Figaro de son allure un peu tordue, buste haut, tête qui dodeline, regard collé au bitume. Le Britannique semble souvent tenir son guidon comme, c'est sympa comme comparaison, comme on pousse un chariot dans un supermarché. Sympa, ouais. Et vous savez quoi ? Eh bien, il est d'accord, Froome. Ouais. Il pédale d'une manière un peu bizarre. Il le dit ce matin dans l'équipe. Je suis grand, mon dos est long, j'ai une bosse. Et comme ça me demande plus d'efforts de garder ma tête haute. Eh bien, je la baisse. Mais bon, sûr qu'un jour, je vais foncer dans quelqu'un. Alors, je vais trouver un système, une corde qui irait de ma selle à ma tête pour la maintenir. Froome, grand champion, et avec de l'humour en plus. Samuel, nous sommes le lundi 22 juillet. Cette fois, c'est l'été, c'est sûr. Oui, bien sûr, il y a le soleil, la chaleur, sinon la canicule. Laurent Cabrol en parlait tout à l'heure. Mais il y a un autre indice, les séries de l'été qui foisonnent, pullulent, se multiplient dans vos journaux, indice plus fiable encore qu'un thermomètre. Rien que dans le Figaro, 3 séries sur les champs de bataille célèbres, sur les plus beaux endroits de la côte méditerranéenne, sur les premiers romans, 2 séries de l'été encore dans les Échos, sur les lieux mythiques du capitalisme et sur les voitures qui ont marqué l'histoire, aujourd'hui la Ford T. Je vous signale encore dans la Croix une très belle série qui commence là, sur les ermites avec de magnifiques photos. Mais c'est sur celle de l'équipe que je me suis attardé ce matin de série. C'est vous, Maxime, qui me l'avez signalé et je vous en remercie. Je vous en prie. Série sur les grandes énigmes du sport. Et la première aujourd'hui, c'est sur la disparition en mer du célèbre navigateur Alain Collard. Il y a 35 ans, en pleine route du Rhum, à bord de son bateau Manureva, l'oiseau du voyage en tahitien, sa femme étant originaire de Tahiti. 35 ans après, eh bien, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et 35 ans après, son frère Jean-François, 66 ans aujourd'hui, espère toujours le découvrir. Jean-François Collat qui raconte le chagrin infini de ses parents. Sa mère, morte 3 ans après le drame, et son père Roger qui, juste avant de mourir, a demandé une huître pour avoir de l'eau de mer dans la bouche et communier ainsi avec son fils disparu. Jean-François Collat raconte sa peine aussi quand il a vu tous ces jeunes danser sur le tube Manureva, écrit par Gainsbourg pour Alain Chamfort, ces jeunes qui dansaient sur la disparition de son frère. Quelque chose de plus léger pour finir ? Oui, c'est dans le dernier Marianne. Alors, je ne vous parle pas du dossier où l'hebdomadaire voit en François Hollande un ravi de la crèche. Jean-François Kahn en a très bien parlé vendredi matin dernier sur Europe 1, mais de celui sur le retour de la belle robe. Marianne fait ce constat et s'en réjouit. Cette grande oubliée du vestiaire de la femme moderne ressort du placard de la honte où la cantonnaient depuis 3 décennies les étiquettes Rombière, Mémère et Province. Les chiffres sont catégoriques. 36 millions de robes vendues en 2012, soit une hausse de 3,6%. C'est très précis par rapport à l'année précédente, ce qui en fait le vêtement bien le plus acheté en France. L'hebdo évoque les robes récemment arborées par Michelle Obama, Kate Middleton. On en parlait tout à l'heure et on va en reparler, je pense, dans le journal de 9h. Et aussi chez nous par les ministres Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin. Une sociologue y voit une réconciliation des femmes avec leur image, une réappropriation sans complexe des codes de la féminité traditionnelle. Je vous le disais, Marianne s'en réjouit, et moi aussi. Et moi aussi. Comme ça, on est au moins 2. Des clics et des claques ce soir. Samuel, on vous retrouve sur Europe 1 à partir de 20h. Jusqu'à 21h30. Alors notre invitée ce soir, c'est la journaliste Roselyne Bachelot. Eh oui, va falloir s'y habituer. Maintenant, on dit la journaliste Roselyne Bachelot. Effectivement. Et puis comme tous les soirs, notre question très très essentielle du jour. Quelle est-elle ? Aujourd'hui, les guérisseurs, les rebouteux, grand mystère ou grosse arnaque. Débat qui ne devrait pas manquer d'intéresser l'ancienne ministre de la Santé. Et on suivra ça donc avec vous dès 20h dans Des clics et des claques. Merci, c'était la revue de presse d'Europe 1 matin avec Samuel Etienne.